Nous avons le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Philippe Van Parijs, qui est titulaire de la chaire Hoover d'éthique économique et sociale à l'Université catholique de Louvain. Il vient au collège à l'invitation des professeurs Delmas Marty, John Elster, Rosan Vallon et moi-même. Et nous avons choisi de l'inviter, non pas parce que nous prévoyons le krach des banques, mais parce que la thématique de l'éthique économique et sociale nous paraissait intéressante. Philippe Van Parijs a une formation de philosophe spécialisé en philosophie politique et aussi d'économiste. Il enseigne secondairement à l'université de Harvard à temps partiel et son thème principal est le thème de la justice et la solidarité. Le choix qu'il fait de parler de la justice linguistique est un choix qui est peut-être en partie déterminé par le fait qu'il est lui-même multilingue. 6 langues, vous parlez. Et qu'il pratique la multiplicité de langues, y compris en famille. Mais le thème qu'il va développer, je pense, est le thème de la façon dont la compétence linguistique est une composante d'une liberté réelle dans la société. C'est-à-dire un élément dont il faut tenir compte quand on réfléchit à la justice sociale. Je lui passe la parole. Bien, alors si ce n'est pas contraire aux traditions locales, je vais me permettre de tomber la veste pour commencer. Mais je voudrais poursuivre ce préambule par un remerciement, un avertissement et une question. Alors, le remerciement d'abord, je remercie vivement Anne Fagot-Largeau et les autres collègues et amis du Collège de France pour cette invitation. Pour moi, c'est toujours un plaisir tout particulier de venir à Paris, ne fût-ce que pour la raison que peuvent deviner ceux d'entre vous qui ont au moins une connaissance ultra élémentaire du néerlandais, c'est qu'avec le nom que je porte, j'ai eu d'emblée une relation particulière avec cette ville, mais il y a d'autres raisons, et en particulier le plaisir que j'ai de venir au Collège de France, qui pour moi est un de ces lieux mythiques depuis mon adolescence de jeune francophone périphérique, mais aussi en raison de ce que j'ai appris aujourd'hui du Collège de France, c'est que d'emblée, lorsqu'il a été créé, il avait cette ambition d'être ouvert à un large public et avec l'effort que cela peut représenter dans l'usage de la langue vernaculaire d'emblée plutôt que du latin pour s'adresser à ce public et dans le refus d'utiliser un jargon inutile pour essayer de camoufler un certain nombre de choses dans certaines de nos disciplines pour essayer d'éclairer plutôt que de simplement éblouir. Donc d'abord ce remerciement, ensuite un avertissement, c'est que moi au fil des années, j'ai de moins en moins conçu une conférence ou une lecture, comme on dit en anglais, comme une lecture. Ainsi, pour lire des textes, il vaut mieux lire mes textes, il vaut bien mieux que vous les lisiez vous-même. Ça vous permet notamment de sauter les passages plus ennuyeux ou éventuellement de vous arrêter avant la fin. Plutôt, vous n'avez pas besoin de moi pour venir vous lire mes textes. Donc, je suis ici pour venir vous parler, discuter avec vous d'un certain nombre de choses sur lesquelles j'ai certaines convictions, mais aussi certaines invitations. Et je serai très heureux de pouvoir dialoguer avec vous aussi au terme de ce que je souhaite vous dire en guise de stimulation de cette discussion. Voilà pour l'avertissement. Donc ce ne sera pas la lecture d'un texte, mais c'est un dialogue avec vous. Donc je vais vous parler d'un certain nombre de choses qui m'interpellent en guise de nourriture de notre réflexion commune sur ce sujet. Enfin, la question, donc vous connaissez l'une ou l'autre chose de moi, d'après ce que Anne Fagot-Largeau a dit tout à l'heure. J'aimerais aussi, puisqu'il s'agit de
vous parler, en savoir un petit peu plus sur vous. Alors j'aimerais en savoir autant sur chacun d'entre vous que ce que vous savez maintenant de moi. Nous n'en avons pas le temps, mais je voudrais alors simplement vous poser une question. Je voudrais savoir qui d'entre vous a, cela lève la main, qui d'entre vous a le français comme langue maternelle? Cela lève la main maintenant. OK, 43%. Alors, qui d'entre vous a une autre langue latine comme langue maternelle? OK, 11%. Et qui d'entre vous a une autre langue européenne comme langue maternelle? OK, 16%. Alors, bon, les autres pourcents, à mon avis, sont un peu sous-évalués, mais ça doit être ceux qui ont d'autres langues non européennes comme langue maternelle. Très bien, maintenant je sais à qui j'ai affaire et nous pouvons, sur ce sujet, continuer. Peut-être d'abord encore un bref commentaire sur la petite image. À gauche, vous avez ce qui est devenu l'un des grands symboles de la diversité linguistique et les problèmes que cette diversité linguistique crée, à savoir l'un des deux tableaux représentant la tour de Babel que Peter Bruegel a peint à Bruxelles l'année même où il est venu s'y installer. Et à droite, ce qui est devenu par ailleurs une des représentations de la diversité linguistique et des problèmes qu'elle crée, à savoir la tour, le bâtiment qu'à 1 kilomètre de l'endroit où Bruegel a peint la tour de Babel, bâtiment occupé aujourd'hui par les 27 commissaires européens. C'est le bâtiment du Berlaymont, célébrant il y a quelques jours la diversité linguistique, le jour de la journée européenne des langues. Vous avez l'ensemble des 23 langues officielles de l'Union européenne qui sont indiquées dans cette espèce de rébus. Et puis quand même, pour indiquer à tout le monde de quoi il s'agit, écrit en anglais seulement en bas, multilingualisme, au cas où vous n'auriez pas compris de quoi il pouvait s'agir. Alors, je reviendrai à cela tout à l'heure, mais donc ce que je souhaite faire au cours de cet exposé, c'est donner une image rapide de la dynamique linguistique en cours, en particulier en Europe. Ensuite, réfléchir à la question de savoir à partir de quel principe il s'agit d'évaluer cette dynamique en cours. Faut-il s'y opposer, y résister ou au contraire l'encourager? Troisièmement, je parlerai de la langue comme instrument au service de la justice, de la langue, de la diffusion d'une langue commune et de son rapport à la justice mondiale, et enfin du sens dans lequel cette convergence vers une langue commune peut être une source d'injustice. Bon, je ferai sur la plupart des points d'une manière quelque peu elliptique, mais j'espère suffisamment claire pour que vous puissiez comprendre l'essentiel des thèses que je souhaite défendre. D'abord donc, dynamique linguistique, je vais vous donner quelques données empiriques et puis réfléchir sur le mécanisme qui les sous-tend. C'est bien sûr un plaisir rare pour un philosophe de pouvoir fournir quelques données empiriques. Ce ne sont pas des données que j'ai collectées moi-même. En fait, ce sont des données qui sont tirées d'une base de données de l'Eurobaromètre, donc fournie par la Commission européenne, téléchargeable gracieusement du site de la Commission européenne, mais largement sous-utilisées, qui permettent de saisir cette dynamique à l'œuvre. Donc, il s'agit d'une base de données disponible en SPSS et j'ai la chance par ailleurs d'avoir un de mes enfants qui est capable de traiter ces données d'une manière, de les transformer en graphiques suffisamment élégants pour être parlant d'emblée, et je vais vous en présenter et commenter 5 très rapidement. Première chose, donc ce que je vais faire pour chacun de ces graphiques, c'est vous présenter la dynamique en examinant, donc en décomposant ces données classe d'âge par classe d'âge. Donc, à gauche, à l'extrême gauche, vous avez les plus de 65 ans, puis la catégorie des 45 à 64 ans, en fait, des 25 à 44 ans, et les 15 à 24 ans. Pour chacune de ces catégories d'âge, ce qui est donné ici, c'est le pourcentage de la population européenne, Europe des 25, donc avant l'adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie, qui, à la fin de l'année 2005, se déclarait qu'il parlait, qu'il possédait ces langues bien ou très bien. Il s'agit bien sûr d'autodéclaration, ce qui est une limite de ces données, puisque donc, le bien ou très bien va s'appliquer à partir du prochain graphique, donc j'y reviens dans un instant, mais donc la plupart de ces données sont des données d'autodéclaration où on demande aux gens
parlez-vous cette langue bien, très bien, bien, de manière élémentaire ou pas du tout. De telles données sont bien sûr extrêmement imparfaites s'il s'agit de déterminer si telle personne parle mieux que telle ou telle autre personne une langue particulière, mais ces données sont excellentes, suffisantes en tout cas, et bien mieux que tout ce qu'on a par ailleurs pour saisir des tendances lourdes. Okay? Donc, ce bien ou très bien s'appliquera à tous les graphiques à l'exception de celui-ci. Celui-ci donne simplement le pourcentage de personnes en Europe, des 25, qui ont les différentes langues, ou les principales langues européennes, comme langue maternelle. Qu'est-ce qu'on constate quand on regarde l'évolution donc, de la classe d'âge la plus âgée à la classe d'âge la plus jeune? C'est un effondrement de l'allemand comme langue maternelle principale. Donc c'est la ligne noire. On voit que c'est de loin la langue la plus commune comme langue maternelle pour la population la plus âgée. Mais en raison de la baisse démographique très importante de la population allemande ou autrichienne de souche, c'est-à-dire sans compter l'immigration, donc les personnes qui ont l'allemand comme langue maternelle, on voit que ça diminue au fil des générations. En ce qui concerne la deuxième place, on voit que l'anglais et le français sont à peu près au même niveau. Donc l'anglais est rattrapé par le français en fait comme deuxième langue maternelle en raison surtout de l'assimilation linguistique plus rapide des immigrés en France qu'en Angleterre. On voit par contre que l'italien, qui est la ligne grise complètement cachée par les deux autres pour les catégories les plus âgées, est en perte de vitesse en raison de la baisse de la natalité en Italie. Et on voit en fait qu'en guise pour la place de troisième langue maternelle en Europe, donc après l'allemand, le français et l'anglais, on voit qu'il y a une lutte entre le polonais qui est en voie de rattraper l'italien. Donc l'augmentation démographique du nombre de personnes ayant le polonais comme langue maternelle est telle qu'ils sont en voie de rattraper l'italien alors qu'ils étaient même derrière l'espagnol pour les catégories plus âgées. Bien. Alors, en matière de dynamique linguistique, on a là-bas une dynamique très lente qui est due pour l'essentiel, pas exclusivement, à la croissance ou à la décroissance démographique des différents groupes concernés. L'image est totalement différente si maintenant on se tourne de la langue maternelle à la langue apprise. La langue qui est alors, dont les locuteurs disent qu'ils la parlent bien ou très bien sans l'avoir comme langue maternelle. Voilà alors l'image qui se dégage. Bien sûr, le premier phénomène le plus massif, c'est que près de 50% des jeunes Européens déclarent pouvoir parler l'anglais bien ou très bien sans l'avoir comme langue maternelle. Le graphique suivant donc, rassemblera ces deux catégories. On voit que, en guise comme deuxième langue, alors que le français était un peu au-dessus de l'allemand pour la catégorie la plus âgée, on voit que l'allemand se détache par rapport au français pour la catégorie la plus jeune. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est dû au fait que l'allemand a gagné en popularité comme langue étrangère? Pas du tout. C'est dû simplement au fait qu'il y a effectivement beaucoup plus de jeunes qui apprennent l'allemand comme langue étrangère, mais ce sont principalement des Turcs d'Allemagne, des personnes d'origine turque en Allemagne et en Autriche, qui acquièrent l'allemand comme langue seconde, alors qu'en France, l'essentiel de la population d'origine maghrébine en France a désormais le français comme langue maternelle. Donc, l'allemand reste et devient plus nettement la deuxième langue d'Europe avant le français. On voit que l'espagnol a dépassé le russe comme langue d'apprentissage, tout ça. On voit que l'espagnol a dépassé le russe comme quatrième langue d'apprentissage. C'est le tracé jaune qui a dépassé le tracé mauve, et les autres langues sont essentiellement à un niveau insignifiant. Maintenant, si on agrège ces deux composantes pour se demander quelles sont les langues les plus diffusées d'Europe, que ce soit comme langue maternelle ou comme langue apprise, on arrive au diagramme suivant. Donc on voit que pour la catégorie la plus âgée, c'était l'allemand qui était la première langue d'Europe, comme langue maternelle ou apprise, devant l'anglais puis le français. On voit que désormais, et de loin, c'est l'anglais qui est devenu la première langue d'Europe pour les plus jeunes, déjà pour la deuxième catégorie, mais de manière de plus en plus nette
au fil du temps. L'allemand est la deuxième langue, mais rattrapé par le français, donc, en raison du phénomène que je viens de signaler, donc l'assimilation de la population d'origine étrangère au français, plutôt que par l'apprentissage du français comme langue seconde. Et on voit que pour la quatrième place, désormais, l'espagnol, l'italien et le polonais sont très proches l'une de l'autre. Le polonais en raison d'une augmentation démographique, l'italien est là en raison d'une baisse démographique et l'espagnol en raison d'une croissance de la popularité de l'espagnol comme langue étrangère. Donc la population espagnole elle-même est aussi en déclin démographique, mais c'est le succès de l'espagnol comme langue étrangère qui la place désormais en quatrième position au niveau européen, donc parmi les plus jeunes. Donc tout ça évidemment sera un impact sur la moyenne, mais ça prendra du temps pour que cet impact devienne visible donc, au niveau des statistiques de la moyenne. Bien, simplement pour compléter cette information, vous pouvez facilement, si vous téléchargez la base de données SPSS et si vous avez un fils ou éventuellement une fille qui peut faire pour vous l'exercice de traitement de données, vous pouvez facilement faire exactement le même exercice pour la France, pour une région de France, etc., à condition que la région concernée ne soit pas trop petite et que par conséquent l'échantillon devienne insuffisamment représentatif. Je vous donne cependant simplement un autre aperçu statistique du petit pays voisin dont je suis le citoyen et où il y a une proportion importante de francophones. Je vous donne seulement le graphique agrégé. Comme vous le savez, le savent en tout cas certains d'entre vous, la Belgique est un pays officiellement bilingue où il y a environ une quarantaine de pourcents de la population qui a le français comme langue maternelle, soixantaine de pourcents le néerlandais. Malgré cela, on voit que c'est le français qui est la première langue de Belgique en raison du fait qu'il y a beaucoup plus de Flamands qui ont appris le français qu'il n'y a de francophones belges qui ont appris le néerlandais. Donc on a le français qui est en tête, suivi par le néerlandais, la ligne bleue et la ligne jaune, mais à un niveau à peu près stagnant de génération en génération, depuis les plus âgés jusqu'aux plus jeunes, mais le phénomène massif qui est simplement le reflet local de la situation internationale, c'est l'explosion de la connaissance de l'anglais. Et on voit que l'anglais est en passe de devenir la première langue de Belgique. Donc si on extrapole le trend que vous voyez là-bas sur l'écran, on voit que bientôt, il y aura plus de Belges qui parlent bien ou très bien l'anglais qu'il n'y en a qui parlent bien ou très bien le français ou le néerlandais. Si on zoome encore un peu plus avec d'autres données, cette fois-ci sur la situation bruxelloise, capitale de l'Europe, on voit que le français y est largement dominant avec pas loin entre pratiquement 96% de la population qui le parle, si vous me permettez de parler un peu de français périphérique lorsqu'il est plus simple que le français parisien. Donc 96% parlent le français, disent parler bien ou très bien le français à Bruxelles. On voit que l'anglais est devenu la deuxième langue à Bruxelles avant le néerlandais, que la place du néerlandais en fait s'effondre à Bruxelles. Le néerlandais, même pour la jeune génération, est rattrapé par l'arabe à Bruxelles. On voit aussi qu'il y a cette chute pour la connaissance de l'anglais pour la jeune génération, mais qui est une chute provisoire parce que la génération des 25 à 44 ans inclut tous ceux qui arrivent à Bruxelles en raison de son rôle de capitale européenne et qui ne sont pas là dans leur adolescence ou dans leur jeunesse. Et donc, ceux-là viennent gonfler considérablement le pourcentage de personnes capables de parler l'anglais à Bruxelles. Donc, on n'est pas très loin des 50%, on les atteindra prochainement, tandis que le niveau beaucoup plus faible de la connaissance de l'anglais parmi les jeunes manifeste une carence très largement partagée par l'ensemble des francophones à travers l'Europe, c'est-à-dire le fait que leur connaissance de l'anglais est nettement inférieure à celle de la moyenne des Européens, pour des raisons auxquelles je reviendrai dans un instant. Bien. Quel est le mécanisme sous-jacent ? Qu'est-ce qui sous-tend cette tendance lourde, en particulier celle qui domine l'ensemble ? Il y a d'autres choses auxquelles j'ai fait allusion, mais ce qui domine surtout, c'est cette explosion de la connaissance de l'anglais. Qu'est-ce qui explique ce phénomène ? De manière très stylisée, l'essentiel de ce phénomène peut être expliqué par l'interaction explosive de deux micromécanismes. Le premier est ultra simple, c'est simplement
Ce que j'appelle là l'apprentissage probabiliste, c'est simplement que la vitesse à laquelle vous apprenez une langue étrangère et la qualité de cet apprentissage sont essentiellement déterminées par la probabilité avec laquelle vous aurez à la pratiquer, passivement et surtout activement. Et c'est dû à des raisons de motivation. Plus vous vous attendez à devoir parler une langue, plus vous vous investirez dans son apprentissage, plus aussi les institutions éducatives d'un pays vont investir dans l'apprentissage de cette langue. Donc il y a un aspect de motivation, mais il y a aussi, et encore plus, un aspect d'occasion, d'opportunité. Parce que si nous apprenons des langues, c'est sans doute en partie en raison des profs qui sont payés pour nous les apprendre, mais c'est encore beaucoup plus en raison de ces centaines, de ces milliers de personnes qui ont la patience de parler avec nous, d'interagir avec nous dans une langue que nous maîtrisons mal. Okay? Donc c'est la possibilité de pratiquer la langue, la probabilité avec laquelle on pratique qui détermine dans une large mesure donc la vitesse avec laquelle on l'acquiert. Ce mécanisme-là interagit avec un autre mécanisme dont les multilingues parmi vous ont fait l'expérience à des milliers de reprises au cours de leur existence. C'est ce que j'appelle le principe du maximin, donc dans le choix de la langue d'interaction. Je l'illustre très simplement. Vous parlez avec une collègue, mettons vous êtes français de langue maternelle, vous parlez avec un autre français à la même table, attablé à une table dans un bistrot, et puis voilà que rendre quelqu'un qui est, mettons, lituanien, qui connaît très bien le russe, un peu de polonais, pas du tout de français, ou quelques mots, mais il se débrouille raisonnablement en anglais. Vous-même, vous connaissez un peu d'italien, l'autre français à la table connaît très bien l'espagnol. Vous faites un peu le tour, mais vous connaissez aussi assez bien, vous débrouillez en anglais. Mais, de manière implicite, très rapide, vous faites le tour et vous convergez rapidement vers la langue qui sera la langue du maximin, c'est-à-dire la langue la mieux connue par celui qui la parle le moins bien. Donc dans ce cas-là, dans l'exemple que je viens de donner, tout le monde, même celui qui parle le moins bien l'anglais, parle mieux l'anglais que celui ou celle qui parle le moins bien le français, ou que celui ou celle qui parle le moins bien le russe, etc. Donc, la langue qui est systématiquement choisie lorsque des multilingues se rencontrent, que ce soit un couple, que ce soit un groupe beaucoup plus large, que ce soit nous aujourd'hui, la langue qui est systématiquement choisie n'est pas nécessairement donc, la langue pour laquelle la connaissance moyenne est la plus élevée, ni la langue qui est la meilleure langue de la majorité, mais c'est systématiquement la langue qui est la mieux parlée, la mieux connue par celui qui la connaît le moins. Bon. Alors, ça, dès le moment où on voit que ça interagit avec le premier mécanisme, on voit que ça peut conduire à une dynamique extrêmement rapide. Parce que plus il y a de personnes qui, prenons cet exemple-là, qui connaissent l'anglais, plus souvent c'est l'anglais qui est dans la position de maximin. Si l'anglais est dans la position de maximin, on l'utilise. Comme on l'utilise, la motivation pour l'apprendre sera plus grande et l'occasion de mieux l'apprendre sera plus grande. Et ainsi, l'anglais sera mieux connu et sera plus souvent dans une position de maximin, donc sera plus souvent utilisé, etc. Et la boucle est fermée. Incidemment, c'est pour éclairer, donner un autre exemple et éclairer un des autres graphiques que je vous ai donné tout à l'heure. Donc, en Belgique, on se trouve coincé, en quelque sorte, dans un piège du maximin, parce que la connaissance des néerlandophones qu'ont les néerlandophones du français est tellement meilleure en moyenne que la connaissance du néerlandais par les francophones, que chaque fois, ou pratiquement chaque fois qu'un néerlandophone et un francophone belge se rencontrent, la conversation se déroule en français. En particulier lorsque le flamand dit au francophone « Écoute, je vois que tu fais un effort de parler le flamand, je trouve ça sympathique, et par conséquent, avec quelqu'un comme toi, ça ne me fait rien du tout de parler le français. » Donc ils parlent le français ensemble. À la fin de la conversation, le français du flamand est encore meilleur qu'auparavant et le néerlandais du francophone n'a pas amélioré. Ce qui fait qu'on reste dans cette situation face à laquelle les flamands éprouvent du ressentiment, mais qui est lié à ce choix systématique du maximin. Okay ? Donc c'est important à la fois pour
comprendre la dynamique en cours, mais ce sera aussi important dans un instant pour comprendre, pour évaluer ce qu'il y a lieu de faire face à cette dynamique. Je devrais faire un certain nombre de nuances par rapport à ce principe du maximin. Il est clair que parfois on en diverge quand la motivation, la finalité principale n'est pas la communication, mais qu'il y a un aspect didactique, ou lorsqu'il y a un aspect symbolique, par exemple l'affirmation de l'égalité des langues, du respect pour les langues que l'on veut manifester par le choix que l'on fait entre les différentes langues, ou encore, et surtout de manière indirecte, les rapports de force. Donc, certains disent, face à une analyse de ce type-là en termes de maximum, fondamentalement, ce qui détermine l'usage des langues, ce n'est pas une question de maximum, de choix rationnel entre des personnes qui essayent de communiquer d'une manière efficace. Ce qui détermine l'usage des langues, fondamentalement, c'est les rapports de force. C'est vrai que les rapports de force jouent, qu'ils soient politiques ou économiques, voire militaires. Si la Deuxième Guerre mondiale s'était terminée autrement, il est clair que la place de l'allemand en Europe serait très différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Et ça, finalement, ce n'est pas une question de qualité des langues, ni même de logique du maximin, c'est une question d'efficacité des bombes. Bon. Donc, les rapports de force militaires ont certainement de l'importance, donc indirectement. Mais la manière dont ils jouent aujourd'hui, tout ça, ça fait partie du paysage, et dans ce paysage qui est structuré, bien sûr, par des rapports de force économiques, politiques, militaires, c'est la dynamique du maximin, joint à l'apprentissage probabiliste qui explique la diffusion ou la non-diffusion des langues. Que faire? Donc, phénomène massif, diffusion de l'anglais à travers l'Europe à une vitesse sans précédent. Ça doit être un phénomène linguistique d'une ampleur sans précédent, en termes d'apprentissage linguistique sans précédent, en termes du nombre de millions de personnes concernées dans l'histoire de l'humanité. Que faire face à cela? Faut-il regretter, résister? Faut-il au contraire se réjouir? Faut-il accélérer le processus? Ma réponse est claire et nette. Il faut s'en réjouir et il faut accélérer le processus. Quand je dis il faut s'en réjouir, pas nécessairement se réjouir du fait que ce soit l'anglais qui ait été choisi. Il se fait que l'anglais, en raison des hasards de l'histoire, a été choisi. Ce sera l'anglais qui sera la lingua franca mondiale et qu'il restera. Ce processus, il s'agira de l'accélérer et je vais expliquer pourquoi. Bien. Donc, ma réaction face à une question quelconque, normative quelconque, fait toujours, pour moi, le point de départ de toute réponse doit être celui qu'il était pour Condorcet, dont j'aime bien cette formule, bon, un peu simple, mais enfin bon, la première règle de la politique, c'est d'être juste, la seconde, c'est d'être juste, et la troisième, c'est encore d'être juste. Bien. Donc, mon point de départ, si on me demande, bon, face à un phénomène comme celui-là, cette tendance, est-ce qu'il faut s'y opposer, est-ce qu'il faut au contraire l'encourager, pour trouver une assise à partir de laquelle il s'agit de réfléchir, je me pose d'abord la question, bon, en quoi consiste la justice? Alors, et pour cela, il faut d'abord essayer de répondre à la question de savoir ce que, de manière tout à fait générale, sans préoccuper encore du tout de questions linguistiques, ce que la justice exige. Alors, je vous assène en quelque sorte de manière tout à fait dogmatique, sans argumenter, ce que ma conviction en la matière. Alors, nombreux parmi vous sont ceux qui se rendent compte que pour chacune des lignes de cette DIA, il y a des volumes de controverses, mais donc je me contente de dire, bon, prêt à discuter chacune des composantes, mais le cadre dans lequel je raisonne est le suivant. Je suis personnellement convaincu que toute conception plausible de la justice aujourd'hui doit être à la fois libérale et égalitaire. Je n'introduirai pas beaucoup de nuances. Pour moi, libéral, ça ne veut pas dire qu'il faut être favorable à un capitalisme débridé et tout ça. Libéral de manière beaucoup plus large, libéral pour moi est ici défini simplement comme conception de la justice qui manifeste, exprime un égal respect pour les diverses conceptions de la vie bonne qui sont présentes dans nos sociétés pluralistes. Chacun de ces mots dans cette phrase devrait être raffiné, mais je ne vais pas le faire maintenant. Libéral, mais en même temps égalitaire, au sens où cette conception doit aussi manifester un égal souci des intérêts de chacun. Je concrétise ça un petit peu de la manière suivante, c'est que il peut y avoir
des répartitions inégalitaires justes des ressources, mais ces inégalités doivent pouvoir se justifier de l'une des 4 manières suivantes. 1, par la place qu'il s'agit de donner à la responsabilité personnelle, ce qui nous conduit à une conception de la justice comme une égalisation des chances plutôt qu'une égalisation des résultats. Des chances entendues en un sens évidemment large. On peut parler d'égalisation des possibilités données aux personnes ou encore d'égalisation de la liberté réelle qu'il leur est donnée, etc. Donc, il s'agit de ne pas entendre cette égalité des chances en un sens trop proche du sens très restreint dans lequel elle est parfois entendue. Deuxièmement, efficacité, au sens où il faut préférer un maximin soutenable à l'égalité pure et simple. Qu'est-ce que c'est ce maximin soutenable? Revoilà le maximin, mais en un sens tout à fait indépendant de celui dans lequel j'en ai parlé tout à l'heure. Ici, le maximin dont il s'agit, c'est le souci de rendre le sort des plus défavorisés, de ceux qui ont le moins, aussi bon que possible. Et cela d'une manière durable, maximin soutenable. En d'autres termes, il ne faut pas égaliser lorsque cette égalisation est telle que même les victimes de l'inégalité en pâtissent. Okay, c'est ça l'idée du maximin. Donc on combine l'efficacité, le souci d'efficacité avec le souci d'égalité en disant on ne va pas tenter d'égaliser au point de détériorer la situation de ceux-là même qu'on voudrait favoriser en égalisant. Okay? Ça n'a rien à voir avec le maximin de tout à l'heure. Le maximin de tout à l'heure était purement descriptif, pas normatif. Et en général, la manière dont fonctionne le maximin de tout à l'heure, vous l'aurez bien compris, conduit à la domination de la langue des plus forts, la langue qui est déjà la plus répandue. Donc le maximin, la langue du maximin, en général, sera la langue la plus prestigieuse, la plus répandue. Et donc, là-bas, le rôle donné au maximin tout à l'heure n'a vraiment rien à voir avec le choix du maximin ici comme critère de justice. Enfin, troisièmement et quatrièmement, cette répartition inégalitaire des ressources peut aussi être justifiée par le respect d'une contrainte de liberté ou d'égale liberté. Donc, certaines formes d'égalisation des ressources peuvent être interdites en raison de certaines libertés fondamentales qu'on estime devoir respecter ou d'une certaine notion de propriété de soi, je ne précise pas ici, ou encore, et là j'y reviendrai plus longuement à la fin de mon exposé, cette contrainte d'égalisation dans la dimension des ressources peut aussi être, donc ce souci d'égalisation dans la sphère des ressources peut aussi être contraint par le souci de l'égal respect de la dignité de chacun. Et j'illustrerai ça donc à la fin de mon exposé, parce que en fait c'est une dimension de la justice à laquelle l'essentiel de ce que j'ai écrit jusqu'ici était tout à fait aveugle, notamment dans mon livre publié il y a maintenant une douzaine d'années sous le titre Real Freedom for All, la liberté réelle pour tous. Ces dimensions de la dignité ne jouaient aucun rôle, et c'est à travers la réflexion sur la justice linguistique que j'ai été amené à y donner une importance que je ne lui donnais pas du tout auparavant. Une importance qui, comme on le verra, est du reste problématique. Bien, alors, voilà pour le contenu de la justice. Donc pour moi, donc la justice va consister à articuler, d'une part, cet égal respect pour la diversité des conceptions de la vie bonne, et d'autre part, cet égal souci des intérêts de chacun, en tenant compte de la responsabilité personnelle et de l'efficacité, sous la contrainte du respect des libertés et de la dignité de chacun. Donc, mais une question absolument cruciale, la question de savoir à quel niveau il faut qu'on réfléchisse à cette question de la justice sociale, en particulier dans sa dimension strictement distributive. La réponse conventionnelle et la manière le cadre dans lequel cette question était habituellement posée, je dirais depuis Platon jusqu'à Rawls inclus, c'est le cadre d'une société nationale particulière. Mais on peut se poser la question de savoir si le cadre approprié aujourd'hui pour nous n'est pas plutôt le cadre européen. Après tout, un certain nombre de citoyens européens partagent la même monnaie, l'euro. Le marché du travail devient de plus en plus unifié. Est-il encore possible aujourd'hui de réfléchir à la justice sociale au niveau d'une nation, voire d'une sous-nation
donc dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. Donc, ne faut-il pas penser la justice sociale au niveau européen? Ne faut-il pas penser la justice simplement au niveau mondial? La position que je ne défendrai pas aujourd'hui, mais que je serai prêt à défendre, c'est que toute tentative de réduire le cadre de la réflexion sur la justice à un cadre national ou à tout autre cadre qui soit inférieur au cadre mondial est voué à l'échec. Ce retrait consiste simplement à tenter d'ériger quelques barrières ou creuser quelques fossés, quelques tranchées pour empêcher ce qui doit petit à petit devenir une évidence, c'est que penser la justice aujourd'hui doit être fait au niveau mondial, ce qui ne veut pas dire du tout que les États-nations n'auraient plus de rôle à jouer, mais ce qui veut dire que les États-nations ne font pas partie du cadre moral dans lequel il s'agit de penser la justice, mais font partie des instruments qu'il s'agit de bien utiliser, de bien façonner, d'infléchir de manière à à poursuivre la justice de la manière la plus efficace possible. Alors, une fois qu'on a adopté ce cadre, qu'on estime que l'objectif fondamental et la manière de comprendre la citation de Condorcet tout à l'heure, c'est de dire partons de ce qu'exige la justice mondiale, à partir de ce moment-là, il y a une forte présomption en faveur de la diffusion la plus rapide possible d'une lingua franca commune, d'une langue partagée qui ne doit pas se substituer à la langue maternelle ou à la langue nationale, mais que nous partageons tous. Cela, en partie, parce que posséder ces langues communes est une manière de diffuser, en quelque sorte. Donc, le premier aspect, c'est, au fond, la manière dont notre équilibre réfléchit, nos convictions morales vont être affectées simplement par la multiplicité des contacts interindividuels entre des personnes appartenant à des sociétés, à des nations, à des groupes linguistiques différents. Plus ces contacts se multiplient, plus nous serons amenés à penser la justice en termes globaux plutôt qu'en termes de relations justes entre nations. Deuxièmement, cette diffusion d'une langue commune va faciliter le développement de quelque chose comme une démocratie délibérative qui soit transnationale. Évidemment d'une manière claudicante, hésitante, donc partir d'institutions aussi imparfaites que l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, ou d'initiatives aussi imparfaites que le Forum social mondial. Il s'agit petit à petit de constituer un forum mondial dans lequel se discutent des questions, y compris des questions de justice climatique par exemple. Deuxième dimension. Et enfin, troisième dimension qui n'est pas la moins importante, il faut bien se dire que si nous avons dans le cadre national un certain nombre d'institutions qui réalisent peu ou prou la justice sociale, donc des institutions qui mettent en œuvre la solidarité entre tous les membres d'une société particulière, ce n'est pas parce que des philosophes quelque part en haut ont réfléchi à ce qu'était la justice sociale et puis ont façonné les institutions à cette lumière, mais c'est parce que ceux qui se trouvaient dans une situation qui étaient les victimes d'inégalités injustes étaient capables de se coordonner, de se mobiliser pour lutter en vue d'obtenir ce que la justice exige. Et donc la troisième raison pour laquelle, je vois ça de manière déjà très concrète au niveau européen, pour laquelle il est très important de pouvoir communiquer d'une manière efficace et à bon marché entre des personnes appartenant à des groupes linguistiques différents, cette troisième raison, c'est simplement que c'est absolument essentiel pour que les groupes les plus faibles, leurs représentants, puissent se mobiliser d'une manière efficace. Bien sûr, en l'absence de toute langue commune, il est possible aux plus riches et aux plus puissants de se coordonner, de se mobiliser d'une manière efficace, soit parce que de toute façon, ils ont le privilège de connaître la langue commune, soit parce qu'ils peuvent faire appel aux services extrêmement compétents, très impressionnants mais extrêmement onéreux, des interprètes et des traducteurs qui leur permettent alors de communiquer d'une manière suffisamment efficace. Mais si l'on veut donner du pouvoir aux organisations et aux représentants des plus faibles, il s'agit de rendre cette coordination beaucoup plus facile qu'elle ne l'est aujourd'hui. Bien, donc pour ces trois raisons, donc, il y a une présomption extrêmement forte en faveur de la démocratisation radicale de cette lingua franca commune, tout comme il y avait pour des raisons analogues
une présomption extrêmement forte en faveur de la diffusion d'une langue nationale sur tout le territoire d'une nation, pour que tous les membres d'une nation, tous les habitants d'un territoire puissent fonctionner pleinement comme citoyens et faire valoir leurs intérêts de manière à contribuer à façonner dans le sens d'une justice sociale plus grande les institutions de cette nation. Alors, il y a toute une série d'objections qu'on pourrait formuler même déjà à ce stade, mais j'en mentionne simplement une, qui est ceci, consiste à dire, oui, mais là, je promeus la diffusion, la démocratisation la plus rapide possible de l'anglais comme instrument au service de la justice sociale. Mais cet instrument n'est pas neutre. Après tout, l'anglais, ce n'est pas n'importe quelle langue, c'est la langue, 70% des anglophones sont des citoyens des États-Unis. Est-ce que ce n'est pas, à travers l'anglais, véhiculer une idéologie particulière qui est favorable au libéralisme, au néolibéralisme, que sais-je? Ma réponse à ça, c'est que, bien sûr, il n'y a rien d'intrinsèque à la langue anglaise qui favorise l'une ou l'autre idéologie. Toutes les langues du monde, en tout cas quelques langues du monde que je parle ou dont j'ai entendu parler, disposent de cette ressource fantastique qu'est la négation. Donc tout ce qu'il est possible de dire dans une langue, il est aussi possible de le nier dans cette langue, et par conséquent, il n'y a rien d'intrinsèque à la langue anglaise qui nous ferait dire que le marché, le capitalisme est une bonne chose, etc. C'est évident. Mais, ceci dit, on pourrait dire, oui, il n'y a rien d'intrinsèque à la langue anglaise, mais il se fait que ce qui est diffusé en langue anglaise, d'une manière plus que proportionnelle, reflète une idéologie qui est particulièrement favorable aux États-Unis ou particulièrement diffusée aux États-Unis. D'accord, c'est vrai aussi. Mais que faire face à ça? Chuchoter chacun dans nos langues nationales ou rouspéter chacun de son côté? Non, bien sûr que non. Ce qu'il s'agit de prendre, il s'agit de s'emparer de ce porte-voix qu'est l'anglais pour dire ce que vous avez envie de dire, estimé devoir dire dans cette langue comme dans votre propre langue, plutôt que de laisser le monopole de ce porte-voix qu'est l'anglais à ceux qui veulent diffuser des idées qui ne sont pas les vôtres. Donc, l'alternative ne consiste pas du tout à se replier dans son coin et à chuchoter dans les autres langues qui ont une diffusion bien moindre, mais au contraire de s'emparer, de devenir compétent dans la langue qui vous permettra d'être entendu à São Paulo comme à Tokyo ou au Karnataka, que sais-je. OK? Donc, ceci ne me semble pas du tout une objection sérieuse. Par contre, et c'est là, les deux points auxquels je veux consacrer la dernière partie de mon exposé. Par contre, cette diffusion de l'anglais pose incontestablement des problèmes de justice que j'appellerais de justice linguistique. Ça donne, du fait que la convergence se fait sur une langue qui est une langue naturelle, donc la langue maternelle d'un sous-ensemble de la population concernée, que ce soit dans le cadre européen ou dans le cadre mondial, cela donne une forme d'avantage aux personnes qui ont cette langue comme langue maternelle ou ont un accès facile à cette langue. Que faut-il que faut-il alors faire face à cette situation? On peut l'illustrer de multiples manières, mais ce qui est peut-être la manière la plus évidente dont les universitaires font l'expérience de cette injustice, c'est que j'ai à nombreuses reprises, et peut-être certains d'entre vous aussi, entendu des collègues non anglophones rouspéter face au fait que leur article n'avait pas été considéré par telle ou telle revue, alors qu'il y avait tellement d'articles bien plus mauvais par des anglophones qui y étaient acceptés, simplement parce qu'il n'était pas bien rédigé, parce qu'il ne sonnait pas bien, parce qu'il n'avait pas le même accès à la langue anglaise que celui dont pouvaient jouir les personnes qui l'avaient comme langue maternelle, d'où la surreprésentation massive dans les revues internationales de personnes originaires des États-Unis ou de Grande-Bretagne ou y travaillant. Bon, c'est une forme peut-être particulièrement superficielle, mais nous concernant plus directement universitaire, de cette injustice beaucoup plus large qui est liée au fait que certains ont accès à un atout avec une rentabilité économique qu'est la connaissance de la langue anglaise
comme langue maternelle. Bien, alors que faire face à cela? On peut songer à 3 stratégies. La première consiste simplement à dire, c'est au fond assimilable à un talent. Il y a des gens qui ont la bosse des maths, il y a des gens qui sont doués pour devenir de grands chanteurs, il y a des gens qui possèdent de naissance ou par leur prime enfance la langue anglaise, et puis au niveau auquel la redistribution pourra fonctionner, il faudra essayer qu'elle fonctionne au niveau le plus large possible, eh bien il y aura une redistribution, soit ciblée vers les personnes qui sont handicapées sous cet angle, à savoir ici les handicapés linguistiques que sont les gens qui n'ont pas l'anglais comme langue maternelle, soit simplement comme une partie d'un système de redistribution globale non ciblée. C'est simplement que, puisque l'anglais est un grand avantage, il y aura plus de personnes anglophones de naissance dans les postes les mieux rémunérés dans une société, et donc le système général de redistribution, de transfert, redistribuera de l'argent des plus riches vers les plus pauvres, et parmi les plus pauvres, il y aura de plus en plus, à mesure que l'anglais devient un atout plus important, il y aura parmi les plus pauvres, il y a de plus en plus de personnes qui n'ont pas l'anglais comme langue maternelle, mais ce n'est qu'un des désavantages parmi beaucoup d'autres. Bon. Difficulté, bien sûr, pour cette stratégie, si on l'applique à un niveau, comme elle doit être appliquée à un niveau plus que national, c'est que même au niveau européen, on n'a déjà pas de redistribution interpersonnelle, donc avant d'avoir quelque chose qui ressemble à un niveau mondial, ça prendra encore beaucoup de temps. Deuxième possibilité, illustrée de manière spectaculaire par le cas du Québec, la deuxième possibilité consiste à dire, mais attention, ici on a un atout particulier qui est la connaissance linguistique, qui a une rentabilité qui est mesurable par l'impact sur le salaire moyen de personnes ayant cette compétence linguistique, mais il y a moyen d'affecter par la législation le rendement de ce talent, de cette compétence linguistique. Et alors, il y a des données assez spectaculaires qui comparent les revenus moyens des unilingues francophones, bilingues et unilingues anglophones au Québec et dans l'ensemble du Canada en 1970, c'est-à-dire avant l'introduction de ce qu'on appelle parfois le principe de territorialité linguistique, j'y reviendrai dans un instant, en particulier la loi 101 au Québec, et puis 10 ans plus tard, après, lorsque cette loi a produit ses effets. Cette loi 101 consistait à rendre le français obligatoire dans un certain nombre de contextes, en particulier économiques, où il n'était pas obligatoire auparavant. Et ce qu'on voit, c'est que dans ces 10 années, le fait d'être anglophone plutôt que francophone s'est transformé d'un avantage, 3% de salaire supplémentaire, en un désavantage significatif. Bon. Donc on pourrait dire, deuxième stratégie, on modifie la législation de manière à corriger cet avantage au profit de l'anglais qui se dessine de plus en plus. Mais on se rend compte des grandes limites de cette stratégie. Je n'en donne, vous en voyez sans doute de nombreuses, mais j'en donne simplement une qui est aussi révélée par ces données. C'est que après 10 ans, on constate certes que les francophones font beaucoup mieux qu'ils ne le faisaient auparavant au Québec, et mieux que les anglophones, mais on voit aussi que les personnes qui ne sont ni francophones ni anglophones ont une situation économique pire au Québec à ce moment-là qu'ils ne l'ont dans aucune province canadienne. Donc, alors c'est vrai qu'on avantage relativement les francophones qui étaient relativement défavorisés auparavant, mais on désavantage encore plus une troisième catégorie, et donc du point de vue de la justice sociale, on se rend compte que c'est un instrument extrêmement, du point de vue de la justice distributive, extrêmement grossier pour essayer de régler les choses, et qui ne pourra jamais être réglé de cette manière que dans des conditions extrêmement particulières, et pourra souvent avoir des effets pervers. Alors, la troisième et la dernière stratégie, qui est en fait la seule qui ait du sens dans le contexte présent, à la fois parce que ça justifie et c'est possible pratiquement, la troisième stratégie consiste à dire, écoutez, il y a autre chose qui est beaucoup plus simple, parce que c'est pas comme la bosse des maths ou le fait d'avoir des dispositions innées pour devenir un grand chanteur, parce que la connaissance linguistique, c'est quelque chose qui s'apprend. Et ça peut s'apprendre d'une manière extrêmement efficace et bon marché. Il n'y a qu'à voir, il y a des statistiques là, des statistiques du type Eurobaromètre sont très éloquentes sous cet angle. On dit parfois les Français ne sont pas doués pour les langues, etc. La blague, évidemment. Ce qui se passe, c'est que
il y a la manière dont fonctionne le marché de l'audiovisuel est telle que dans tous les pays où il y a des grandes langues largement diffusées, le doublage des films, qui est très coûteux, est néanmoins rentable. Dans les autres pays qui ont des petites langues, le sous-titrage des films, qui est beaucoup moins cher, est la seule formule qui est en fait rentable. Donc vous regardez la compétence linguistique en anglais dans tous les pays d'Europe et vous constatez que les pays à grande langue, donc, c'est-à-dire à langue largement diffusée où le doublage est rentable, donc Espagne, Italie, France, Autriche, Allemagne, ont une compétence linguistique nettement plus faible que les pays à petite langue, y compris des pays comme la Grèce ou la Finlande, dont la langue est évidemment beaucoup plus distante de l'anglais que ne l'est l'allemand ou également, bien sûr, le français, l'italien ou l'espagnol. Donc, ceci n'est qu'un exemple pour dire l'apprentissage précoce des langues, c'est quelque chose qui peut être fait très facilement et d'une manière extrêmement démocratique, comme ce l'est dans ces pays-là. Donc, il s'agit de s'efforcer, notamment par cette méthode-là, et puis la dynamique du Maximine que j'ai mentionné tout à l'heure, qui peut alors démarrer sur cette base. Donc ce qu'il s'agit de faire, c'est démocratiser radicalement la connaissance de l'anglais, plutôt que de la laisser, comme c'est le cas dans ces pays que j'ai mentionnés, essentiellement un privilège des classes supérieures qui peuvent se permettre d'envoyer leurs enfants à suivre des cours supplémentaires de langue ou à aller à l'étranger pendant une année, etc. Donc, la stratégie consiste, face à cette première dimension de l'injustice linguistique, inégalité des chances, c'est-à-dire, alors ça, une convergence magnifique avec les présomptions initiales, c'est de dire, bon, on a besoin de cette langue commune crée des inégalités des chances, mais la manière de réduire ces inégalités des chances, c'est précisément de la diffuser le plus rapidement, le plus efficacement possible, et il y a moyen de le faire d'une manière peu onéreuse, à savoir, je pourrais vous donner d'autres données ou d'autres éléments de recherche qui confirment cela, à savoir, entre autres, par le recours systématique au sous-titrage des programmes télévisés en général, en particulier des films. Bien. L'autre, donc si on pouvait s'arrêter là, les choses seraient simples, magnifique convergence entre la présomption initiale et puis c'est à quoi on arrive, diffusons cette langue. Mais il y a un autre problème, et pour certains, le problème de la justice linguistique est surtout là. De l'injustice linguistique est surtout là. C'est le problème de l'inégale dignité qui est attribuée aux langues du fait que l'une d'entre elles est amenée à jouer un rôle dominant, que ce soit d'une manière formelle ou d'une manière informelle. C'est un peu comme si, donc dès le moment où, mettons dans le cadre européen, il y a ce rôle prédominant qui est donné à l'anglais, c'est un peu comme si on avait les 27 drapeaux européens et puis il y en a le drapeau britannique qui est en grand format et qu'on hisse au-dessus des autres, et puis tous les autres pays, ils ont des petits fanions. Ou alors on peut dire, si on ne le fait pas d'une manière formelle, c'est un peu comme si, chaque fois que deux personnes se rencontrent sur un trottoir, c'est toujours la même qui doit céder la place et laisser passer la autre. Ou bien, c'est toujours les mêmes qui doivent faire les courbettes parce que c'est toujours à sa langue qu'il faut renoncer pour parler la langue de celui qui est le locuteur de la langue dominante. Donc, très souvent, dans les réactions les plus émotionnelles à cette question, à cette prédominance de plus en plus forte de l'anglais, il y a ce qui compte, ce n'est pas des avantages en termes matériels qui pourraient éventuellement être compensés, mais cette inégale dignité qui est conférée aux identités à caractère linguistique qui, manifestement, jouent encore un rôle important. C'est irréductible à la dimension distributive, et c'est encore aggravé, bien sûr, par la proposition, par la proposition que je viens de faire pour régler le premier problème d'injustice donc dans sa dimension distributive, en disant augmentons encore cette domination de l'anglais en le diffusant dans l'ensemble des catégories sociales et pas seulement dans celles auxquelles l'anglais reste confiné, en tout cas dans certains pays. Alors, comment y remédier? On peut songer à deux stratégies, et la première va nous permettre une petite détente avant alors de terminer brièvement avec ce qui pour moi reste un problème largement
non résolus. La petite détente, c'est ceci, c'est affirmation symbolique de l'égalité. Mais comment fait-on? Et je vous donnerai simplement ici quelques illustrations dans le cadre des institutions européennes. On dit, c'est le premier règlement adopté par les institutions européennes à l'époque de la CK en 1952, on dit il y a égalité entre toutes les langues officielles de l'Union européenne. Cette égalité n'apparaît pas partout. Par exemple, là où la Cour européenne de justice se décrit, elle n'a cure de l'égalité entre les langues et on y trouve seulement l'usage du français, Cour de justice de l'Union européenne. Par contre, à Bruxelles, on fait un peu plus attention à ce problème, à commencer par le Parlement européen. Ça n'a pas l'effet d'accroître considérablement la lisibilité des indications. Donc, le Parlement européen prend soin de se décrire dans les 23 langues officielles là-bas sur la droite. Et si vous êtes un groupe de visiteurs, il y a certainement un message là-bas qui vous est destiné, mais ça prend un petit temps pour parvenir à identifier l'information qui convient à vos besoins linguistiques. Alors, ça c'est pour le Parlement, qui est manifestement très scrupuleux. Le Conseil des ministres, lui, a adopté une autre attitude. Il s'est dit, c'est 23 langues maintenant, ça va devenir trop compliqué. Nous autres, on va s'en tirer avec le latin. Donc, nous allons nous appeler le Concilium. Et alors, ce Concilium, en l'honneur baptisé donc par le nom d'un de mes illustres prédécesseurs à l'université de Louvain, Justus Lipsius, en latin, a été inauguré par Hervé de Charette, Praesidens. Okay? Alors, dès le moment où il s'agit de transmettre un message un peu plus riche, ça devient plus compliqué. Et au moment de fêter le 50e anniversaire de l'Union européenne, il y a une exposition organisée par le Conseil. Et là, l'annoncer en latin, ça faisait quand même un peu vieux jeu. Ils se sont dit, qu'est-ce qui ressemble le plus au latin? L'italien. Et donc, ils ont appelé cette exposition « E la nave va ». C'était évidemment clair, mais de nouveau, s'il faut un message encore un petit peu plus compliqué, comme par exemple que c'est ce qui se trouve actuellement sur le bâtiment du Conseil, que l'Union européenne est actuellement présidée par la France, mais il faudra bien le dire seulement en italien, ce serait bizarre, le dire seulement en français, ça ferait un peu chauvin. Donc on va le dire dans les 23 langues, bien sûr, tout en haut, ce sera dit en français, et on va le dire dans les 23 autres langues, y compris l'anglais, mais l'anglais, on va le dire tout en bas, caché par les vélos. Ça, c'est ce qui se trouve actuellement sur le Conseil, mais c'est toujours des messages assez pauvres. Que fait la Commission? La Commission a essayé de s'en tirer initialement en se disant on va respecter la législation locale, nous ne sommes qu'une institution haute. Donc, on va dire qu'on est la Commission européenne en néerlandais et en français. Mais lorsqu'il s'agit de dire autre chose que simplement qui on est, de faire passer un message, ça devient un petit peu difficile de le dire en français et en néerlandais, comme si on ne s'adressait qu'à la population belge. Que va-t-on faire? Par exemple, quand on va dire que l'Union européenne est capable de résoudre tous les problèmes. On ne va pas le dire en tout petits caractères en 23 langues, parce que essayer de faire comprendre qu'on peut résoudre les problèmes très vite et puis le dire en tout petits caractères en 23 langues, ça fait pas très, ce ne serait pas très convaincant. Donc on se contente de dire « Solving your problems in Europe faster » et en avant, on le dit en anglais seulement. De même, lorsqu'il s'agit de dire qu'on va réduire la bureaucratie, ça ne ferait pas très sérieux de dire, écoutez, on va tout traduire en 23 langues, etc. Ce n'est pas ça qui va réduire la masse de papier. Et on se contente de dire cutting red tape en anglais seulement. Même lorsqu'il s'agit d'accueillir la Bulgarie et la Roumanie, on ne les accueille pas en roumain et en bulgare, on les accueille en anglais seulement. Donc ceci, c'est chaque fois des images du bâtiment que je vous montrais au début, qui est le bâtiment du Berlaymont, où depuis sa rénovation, la Commission européenne dispose d'un énorme panneau où elle s'adresse tous les 15 jours de manière différente à l'ensemble de la population européenne. Même lorsqu'il s'agit d'affirmer l'égalité, on ne l'affirme pas en respectant l'égalité des langues, on se contente de dire, de manière à ce que tout le monde le comprenne, en anglais et en grand caractère, « Let's make equality a reality ». C'est seulement quand, tout de même, quand il s'agit de célébrer la journée européenne des langues, là, il faut faire un peu plus attention et on s'arrange pour mentionner les 23 langues et on en met 3 en évidence. Sans doute, on s'est dit, on est dans un pays où il y a officiellement 3 langues, à savoir le français, le néerlandais et l'allemand. On va leur donner priorité et veiller à ce que l'anglais, cette fois-là, pour une fois, soit en petit caractère comme au même titre que le slovène ou le letton. Enfin, vous regardez le site, pas seulement de l'Union européenne, par exemple, lorsqu'il s'agissait de la Commission européenne de faire une consultation sur le multilinguisme, ça me semble particulièrement révélateur. Bien sûr,
surtout sur le multilinguisme, il faut respecter les 23 langues. Donc, nous aurons tous le droit à un résumé dans chacune des 23 langues, mais juste au-dessus du résumé, on voit que pour la version intégrale, par contre, il faudra se contenter de l'anglais. Donc, tout ceci, c'est simplement pour... je vous en donne quand même encore une dernière, qui était la plus bizarre de toutes, et sans doute probablement non répétable. C'est sans doute la première véritable publicité électorale, donc par les Liberals and Democrats for Europe, publicité électorale, donc juste en face du bâtiment du Comité des régions à Bruxelles, en vue sans doute des élections européennes prochaines, sous le titre « What language should the EU speak ?» Et alors, en fait, le message, c'est de dire il faudra que l'Union européenne parle un langage simple, c'est ça, et donc sans jargon, etc. C'est ça le message. Mais évidemment, ce qui est révélateur, c'est que pour dire cela, sans doute première publicité qui est supposée s'adresser à tous les Européens, on trouve comme allant de soi qu'on peut s'adresser à eux en anglais seulement. Alors, ce que tout cela indique, ce sont les limites très étroites de cette première stratégie, qui consiste, on voit bien que cette égalité des langues, plus l'anglais se diffuse, plus il devient absurde de passer son temps à mettre des choses en petits caractères alors que tout le monde comprend beaucoup mieux si on le dit en anglais seulement. Et donc, cette idée d'affirmation symbolique de l'égalité des langues, bien sûr, elle devra se poursuivre, mais on se rend compte que même dans des domaines qui semblent particulièrement sensibles, comme le droit de chaque député européen de parler sa langue, ou la nécessité de publier toute législation directement applicable dans chacune des 23 langues, petit à petit, cette contrainte, qui est, dans la mesure où elle est mue par l'égalité symbolique, va s'affaiblir. Et je termine alors simplement en disant quelle est la seule stratégie qui me semble vraiment répondre à ce second problème, la seule manière sérieuse de répondre à cette seconde dimension de l'injustice linguistique, donc qui n'est plus pas l'injustice comme inégalité des chances, mais l'injustice comme inégalité de dignité. Et cette stratégie consiste à recourir à ce que j'appelle le principe de territorialité linguistique et qui va, si tout va bien, être illustré ici par Sébastien Chabal. Alors, si ça marche, c'est la première fois que j'essaie. Voilà. Ah, malheureusement, ça ne marche pas. Bon, alors heureusement, j'avais prévu qu'il pourrait y avoir des problèmes techniques, parce que, donc, si vous avez vu son attitude, je vais peut-être voir si je peux vous le faire repasser. Peut-être que le son va passer, mais prévoyant les problèmes techniques, j'ai quand même mis le contenu du dialogue. Donc, il y a donc, à Chabal, il y a un journaliste manifestement anglophone qui lui pose la question « Est-ce que je peux poser la question en anglais ?» Alors, il répond non. On entend des rires aux alentours. Et alors, il dit « We are in France. We speak French. » Et puis alors, d'une manière quelque peu menaçante, il regarde les journalistes, il dit « OK ». Et puis il se lève et il dit « Merci ». Donc, voilà. Mais alors, malheureusement, il n'a pas voulu le répéter pour vous. Donc, bien. Alors, bien. Donc ce sont mes... Donc, c'est là-dessus que je vais terminer et en même temps vous indiquer le problème auquel on est confronté. Donc, ma thèse sur ce point-là, c'est de dire nous avons donc la seule manière de répondre d'une manière adéquate à ce problème d'égale dignité, c'est de dire toutes les langues reconnues doivent pouvoir être la reine dans un territoire particulier. Qu'est-ce que ça va vouloir? Qu'est-ce que ça va exiger? Ça va exiger le recours à un principe de territorialité linguistique entendu comme suit. Le principe de territorialité consiste en un ensemble de règles coercitives qui s'appliquent à la langue de l'enseignement public, qui peut être entendu en un sens très large, couvrant aussi l'enseignement formellement privé, mais publiquement reconnu. Donc, il va imposer la langue du territoire comme langue d'enseignement, et deuxièmement, qui va s'appliquer aussi à l'usage public de la langue, notamment en matière politique, administrative, judiciaire, en matière d'affichage public, en matière de communication au sein des grandes entreprises, etc. Et cela de manière à s'assurer que les personnes durablement installées sur un territoire, national ou sous-national, comme la Flandre, la Catalogne, le Québec, etc., en connaissent la ou les langues officielles. Aussi les langues officielles, dans la mesure où dans une région comme la Catalogne, il y a deux langues officielles qui sont l'espagnol et le catalan. Et le principe de territorialité linguistique exige là que l'une et l'autre de ces langues soient apprises.
Quelle est la justification de ce principe de territorialité linguistique? La première, qui se connecte à mon argumentation antérieure, c'est simplement de permettre à chacune des langues ainsi reconnues de fonctionner dans la fonction suprême qui est la fonction politique, et pour pouvoir le faire, il faut que la langue nationale ou la langue du territoire soit suffisamment diffusée, soit suffisamment possédée par l'ensemble de la population. Mais il y a aussi deux arguments subsidiaires, je n'en mentionnerai que l'un, celui en termes de survie des langues. C'est ce que j'appelle la thèse de Laponce, la loi de Laponce. Jean Laponce est un professeur à l'université de British Columbia d'origine française, qui a écrit ce bouquin déjà il y a une trentaine d'années qui s'appelle Langue et territoire, et dont la thèse centrale pourrait être, en gros, ce que je formule à ma manière là-bas, c'est que c'est la gentillesse des gens qui est l'instrument de l'extermination des langues. Et ce qui veut dire par là, c'est au fond un corrélat direct du mécanisme du Maximine dont je parlais tout à l'heure. C'est que dès le moment où vous avez une inégalité entre les langues, dans le degré auquel deux langues soient connues, si vous laissez faire les interactions d'une manière spontanée, il y aura de plus en plus de contextes dans lesquels la langue qui est déjà la plus diffusée sera utilisée. Par conséquent, la motivation et l'occasion de l'apprendre augmenteront, et la langue plus faible sera réduite à des contextes de plus en plus faibles et sera graduellement abandonnée. Mais donc, ce qui veut dire que le principe de territorialité linguistique est sans doute absolument essentiel pour maintenir la diversité linguistique dans un ensemble comme l'Europe ou comme le monde. Mais la raison pour laquelle je le défends n'est pas cette diversité linguistique. Je ne crois pas que la diversité linguistique soit un bien en soi-même. La diversité linguistique, c'est simplement la non-intelligibilité entre des personnes qui parlent différents parlers. Ce n'est pas un bien en soi de ne pas se comprendre. La faillite de la tour de Babel fut un désastre et ce l'est encore aujourd'hui. Donc ce n'est pas la diversité linguistique comme telle qui est bonne, mais elle sera préservée grâce au principe, au respect de la territorialité linguistique. Alors je termine simplement en mentionnant deux de ces points, je mentionnerai simplement le troisième et le cinquième. Le troisième, c'est celui-ci. Il faut bien se réaliser que le respect de la territorialité linguistique pour un territoire particulier a un coût, que j'illustre de la manière suivante, par un chiffre qui personnellement me sidère. Donc c'est un chiffre auquel les statisticiens ont mis pas mal de temps à arriver, qu'ils sont arrivés après pas mal d'efforts en accolant toute une série de données statistiques de provenance très diverses. C'est le brain gain, c'est-à-dire le gain littéralement en cerveau de l'OCDE et en particulier de sa partie anglophone. Donc le gain en cerveau, le gain net en cerveau, c'est simplement pour une entité comme l'OCDE, en gros le club des pays relativement riches du monde, le gain en cerveau, c'est donc la différence positive entre le nombre de personnes ayant un diplôme supérieur qui travaillent dans une entité particulière et le nombre de personnes ayant un diplôme supérieur qui sont nées dans cette entité. Donc il y a un gain net en cerveau s'il y a plus de personnes hautement qualifiées qui travaillent chez vous en étant nées ailleurs qu'il n'y a de personnes hautement qualifiées qui sont nées chez vous et travaillent ailleurs. Bon. Donc le brain gain, ainsi défini, le gain en cerveau de l'OCDE dans son ensemble par rapport au reste du monde est de 11 millions. 11 millions. Maintenant, posons-nous la question de savoir quelle est la proportion, combien de ces 11 millions sont dans la partie anglophone de l'OECD. Donc, États-Unis, Canada, Australie, Grande-Bretagne, Nouvelle-Zélande, Irlande. Et la réponse, combien de ces 11 millions sont dans les pays anglophones? La réponse est 13 millions. 13 millions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en net, non seulement cette partie anglophone du monde pompe 11 millions de personnes du reste de la population mondiale, 11 millions de cerveaux en ce sens-là, mais en plus, il pompe 2 millions de personnes en net du reste de l'OCDE. Donc,
dans des parties de l'OCDE non anglophones comme ici, il y a bien sûr beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs, de l'extérieur de l'OCDE, mais c'est plus que compensé par la perte nette de 2 millions au profit de la part anglophone de l'OCDE. Alors ceci ne fait qu'illustrer un phénomène très général, mais donc c'est une belle illustration statistique de ce phénomène, c'est que le territoire de langue anglaise est un territoire qui donc il y a un attrait particulier pour les hautement qualifiés, qui fait que, et qu'il aura d'autant plus que l'anglais se diffuse à travers le monde. Donc il y a le fait de connaître préalablement l'anglais rend évidemment bien moins coûteux, inquiétant, etc., d'aller travailler. Et c'est beaucoup plus facile alors de s'adapter au niveau de la vie, au niveau du travail dans un pays de langue anglaise, et plus, puisqu'on connaît déjà cette langue préalablement. Et donc, vous avez ces 2 millions, donc ces 13 millions qui sont absorbés de cette manière-là, et puis vous comparez ça à la grande difficulté que l'Allemagne avait pour remplir son quota d'informaticiens au moment où elle souhaitait attirer des informaticiens de pays extérieurs à l'OCDE. Alors, donc, ce qui veut dire que plus vous allez insister sur le principe, plus une région, la France, la Catalogne, etc., la Hongrie, que sais-je, insiste sur le principe de territorialité linguistique, dit si vous venez vous installer ici, il faudra apprendre la langue locale, plus, bien sûr, elle se rend vulnérable à cette perte nette de personnes hautement qualifiées, les flux sortants n'étant pas compensés par des flux entrants correspondants en raison de l'impact dissuasif du coût d'apprentissage d'une langue qui est relativement peu répandue. Et alors ça met en lumière un paradoxe par rapport à une des choses que j'ai dites tout à l'heure en réponse à le premier aspect de la justice linguistique, c'est le paradoxe suivant, c'est qu'à long terme, les handicapés linguistiques du monde, ce seront les anglophones. Pourquoi ? Parce que plus l'anglais se diffuse, plus il deviendra facile d'apprendre l'anglais pour tout le monde. En fait, sur toute la planète, tous ceux qui n'ont pas l'anglais comme langue maternelle seront bilingues. Donc parce que le mécanisme du maximine et les échanges, etc., font qu'on pourra très facilement apprendre l'anglais. Mais il sera de plus en plus difficile d'apprendre, d'améliorer, de conserver toute autre langue que l'anglais. Ça vous est certainement déjà arrivé à plusieurs d'entre vous dans la salle, pour rendre compte qu'il est très difficile pour vous de maintenir votre connaissance de l'allemand, votre connaissance de l'italien ou de l'espagnol, parce que de plus en plus des collègues que vous rencontrez et qui ont cette langue, que vous parlez aussi dans une certaine mesure, parlent tellement bien l'anglais que ça devient très laborieux d'essayer de leur imposer de parler l'allemand, etc. Donc, votre connaissance de l'allemand, de l'italien, de l'espagnol se dégrade, et votre connaissance de l'anglais, la connaissance de l'anglais s'améliore en raison du mécanisme décrit tout à l'heure. Ce qui fait qu'à long terme, les handicapés linguistiques seront les anglophones qui ne parviennent de naissance, qui ne parviendront de plus en plus difficile à acquérir une seconde langue, et les grands gagnants, ce seront les Chinois, parce que, non pas parce que leur langue deviendra la lingua franca du monde, mais précisément parce qu'elle n'est pas devenue, et ne le deviendra pas, et ils auront alors la possibilité de combiner leur connaissance native de la langue la plus diffusée du monde avec la connaissance de la lingua franca. Mais ça, le paradoxe, c'est qu'à long terme, il y a un désavantage pour la population anglophone, mais un avantage pour le territoire anglophone en raison du mécanisme que je viens de décrire, puisque c'est le territoire qui a l'effet le moins dissuasif, plus la diffusion de l'anglais est grande, au niveau en particulier du capital humain et des personnes hautement qualifiées. Donc, c'est un point absolument fondamental pour comprendre la difficulté liée à la mise en œuvre et aux conséquences à long terme de ce principe de territorialité linguistique. Et je termine alors simplement en mentionnant alors le problème philosophique, cette fois-là principal, qui est ainsi posé, parce qu'il y a une tension indiscutable entre ce principe de territorialité linguistique, le maintien donc de la distinction linguistique des différents territoires d'une part, et puis d'autre part les exigences de l'égalisation maximale des chances. Parce que, en raison de toutes sortes de mécanismes auxquels j'ai fait brièvement allusion tout à l'heure et que je ne préciserai pas davantage, c'est vrai que maintenir durablement la solidarité entre des territoires, entre les populations de territoires qui sont linguistiquement distincts, c'est moins facile pour toutes sortes de raisons, c'est encore plus difficile pour toutes sortes de raisons que de maintenir ou de renforcer cette solidarité dans un territoire qui est linguistiquement beaucoup plus homogène. Et donc il y a ce qui est le meilleur, ce qui est optimal du point de vue de l'égalisation des chances, au niveau d'un pays, au niveau de l'Europe, au niveau du monde, n'est pas optimal du point de vue
de la préservation de l'égale dignité, en tout cas aussi longtemps qu'il y aura cette identification avec la langue qui fait que la disparition de la langue ou le non-respect de l'égalité de la langue est considéré comme une humiliation par une partie de la population. Donc, je résume, la justice requiert une communication efficace au travers des frontières linguistiques. Cette communication efficace requiert l'apprentissage d'une même lingua franca, et cette lingua franca sera l'anglais pour des raisons contingentes. La domination croissante de l'anglais pose problème quant à la justice linguistique, entendue à la fois comme chance égale et comme dignité égale. La solution pour le premier problème, c'est la démocratisation de la compétence en anglais. La solution pour le second problème, c'est le principe de territorialité linguistique. Et il y a une tension entre ces deux solutions qui nous amène à un problème philosophique étant de dire, bon, s'il y a une tension, à quoi faut-il donner priorité? Est-ce que cette égale dignité doit être considérée comme une contrainte, priorité lexicographique sur la maximisation de l'égalisation des chances, ou au contraire, est-ce qu'il faut dire, bon, tant pis pour la dignité et on laisse, ce qui compte avant tout, c'est l'égalisation des chances. Voilà ce que je voulais soumettre à votre réflexion en compagnie de cette autre représentation de la tour de Babel.